Bienvenue sur votre nouveau rendez-vous Enjeu sur Banamekili, votre nouveau rendez-vous de décryptage de l'actualité politique, diplomatique et géostratégique. Surtout, soyez fidèles. Papa Henri, bonjour. Bonjour Jeannot. Nous apprenons que le clan présidentiel est en manœuvre pour essayer de maintenir leur cheval, donc leur président. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et qu'est-ce qui se trame réellement derrière tout ça? Écoutez, moi je ne sais pas qui murmure à l'oreille du cheval, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que le cheval se tait dans toutes les langues. Cela étant, c'est de bonne guerre que ses partisans les plus zélés, les turiféraires, sont des gens qui, dans les églises au Moyen-Âge, utilisaient l'encens pour... Enfin bref, on ne va pas faire long. Ok, c'est un débat récurrent. On le sait, en 2006 par exemple, il fallait avoir 40 ans pour se présenter. Qu'est-ce qui s'est passé? On a modifié la loi, on a abaissé l'âge à 40 ans, à 30 ans. Bon, première chose. Mais il fallait aussi démissionner de l'armée. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils se sont rendus compte que leur champion n'avait pas démissionné, ils l'ont fait rétroactivement. Passons les détails. En 2011, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait passer le scrutin uninominal de 2 à 1 tour. On connaît le résultat. Nous sommes en 2014, nous sommes donc à un peu plus de 2 ans et demi du scrutin. Alors, c'est intéressant parce que déjà l'année passée, on nous parlait de l'article 220. Oui, remarquez, c'est toujours graduellement. Et puis, dis donc finalement non. Article 177. Comme ça, on fait passer certains scrutins directs en scrutin indirect. Et puis maintenant, on ne se cache même plus. On dit, bon, on va carrément contourner la Constitution, même pas la réviser, contourner pour trouver un moyen de maintenir M. Kabila au-delà du terme qui lui est imparti. Écoutez, c'est un débat récurrent, on l'a dit. Je ne suis pas certain qu'au niveau de la famille présidentielle, de sa famille politique, il y ait un consensus sur la question. Et heureusement qu'il y a des gens raisonnables. Je ne vais pas vous citer le nom de ce monsieur qui a réussi à faire le buzz ces 4 derniers jours avec sa proposition saugrenue, parce qu'il dit sans rire que même 20 mandats, ça lui convient parfaitement. Je lui souhaite bonne chance. Mais tout cela ne rime absolument à rien. Je crois que le moment venu, probablement dans les prochains mois, eh bien, je crois que le principal intéressé se prononcera. Mais il faut qu'il le fasse pour ne pas entretenir... Mais il est habitué à ne pas parler. Donc il est habitué à ne pas parler. Ce sera difficile, difficile, effectivement. Mais je crois qu'il restera, il va maintenir... Je crois que là où la donne... Probablement, mais là où la donne change, c'est qu'il y a un contexte qui handicape fortement ceux qui se prêtent à ce jeu-là. Et c'est quelque chose qui peut se retourner contre. C'est vrai que je dis, il faut faire très attention. Et il appartient aussi à l'opinion. Évitez chaque fois de regarder à l'extérieur pour savoir comment réagirait la communauté. Elle ne réagira pas. Ce sont les Congolais qui doivent réagir. Et je pense que ça, il faut véritablement le savoir. C'est le grand message? C'est le grand message. Il faut vraiment que les Congolais réagissent eux-mêmes et n'attendent pas de l'Occident qu'il fasse le job. Je crois que l'Occident réagit une fois que les Congolais ont réagi. Et je crois qu'ils attendent toujours voir comment le vent... Ils prennent acte. Mais regardez ce qu'a fait Poutine en Crimée. Les Occidentaux ont beau dire sanctions, mais quelles sanctions? Vous allez sanctionner des gens qui n'ont même pas d'avenir, qui n'ont même pas, d'avoir ni en Europe, c'est n'importe quoi. Non, je crois que ce qu'il faut, c'est le fait accompli. C'est-à-dire une initiative forte qui puisse dissuader définitivement le pouvoir de jouer à ce petit jeu-là. C'est ça la clé. Tout le reste n'est que spéculation. Et selon vous, comment est-ce qu'on peut les en empêcher? Parce que là... Article 64. Oui, mais ils ne respectent rien. Oui, mais vous avez énoncé... Oui, ils ne respectent rien. Vous savez... Et Kabila lui-même a dit très récemment à un de ses collaborateurs que de toute façon, il ne voyait pas qu'est-ce qui allait l'en empêcher. Qu'est-ce qui allait l'empêcher de rester au pouvoir? Parce que les Congolais, de toute façon... Ce qui est certain, c'est que le rapport de force est favorable à Kabila, sur le papier, parce qu'il a pour lui les finances,
il a des moyens militaires, il a sa garde prétorienne, et surtout, il a les services de renseignement. Ceux-là même qui harcèlent matin, midi et soir les opposants, et bien évidemment sa police secrète qui se charge du sale boulot. À l'heure actuelle, il a le rapport de force qui est en sa faveur. C'est indéniable. Mais c'est aux Congolais d'inverser ce rapport de force. C'est pas l'Occident. Congolais ou l'opposition d'abord? Oubliez l'opposition. Parce que quand on parle c'est une opposition qui n'est pas soutenue. Un Congolais, il doit avoir un leader qui le suit ou un mot d'ordre. Oui, mais si vous n'avez pas de leader, vous faites quoi? Vous allez attendre que ce leader émerge. Alors, dans ce cas-là, on peut attendre 20 ans. Je crois qu'il y a un moment où il faut prendre ses responsabilités, c'est tout. Voilà, je ne sais rien vous dire d'autre. Ça s'est passé comme ça dans d'autres pays, sous d'autres cieux, avec le résultat que l'on connaît. Et il faut s'en inspirer. Le prix à payer, beaucoup le mettent en avant, ou en tout cas le craignent lorsqu'il s'agit d'assurer l'avenir des enfants, de nos petits-enfants. Si ce pas-là n'est pas franchi, alors dans ce cas, on peut repartir pour 20 ans, dans les mêmes circonstances, avec les mêmes acteurs, les mêmes problèmes, les mêmes tares, et bien évidemment, une communauté internationale qui aura toujours à cœur de préserver ses intérêts, mais qui ne sera pas du tout embarrassée de devoir collaborer avec ceux qui se suivront, mais qui se contenteront tout simplement d'assurer la continuité. Il faut vraiment y réfléchir. Mais parlons quand même de tous les autres taciques, là. Tout le monde n'est pas d'accord avec... Tout à fait. Il y en a qui ont leurs propres ambitions. Certes. Et donc, du coup, est-ce que ça ne serait pas plutôt... ça ne serait pas un ballon d'essai pour essayer d'attraper les prétendants mais de toute façon, ambitieux. De toute façon, sur cette question-là, il faut savoir que le pouvoir ne fait que communiquer. C'est-à-dire, on jette des pavés dans la mare, on lance des ballons d'essai pour faire réagir et l'opinion et la classe politique. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça marche. Et plutôt bien. Non, ils veulent faire réagir les gens de leur propre clan pour voir, et peut-être après les... Mais le ballon d'essai a de toute façon des conséquences dans la famille politique du président de la République, celui qui est considéré comme tel dans sa famille politique, dans l'opinion et dans l'opposition. C'est indéniable. Mais ce qui est important, c'est que le débat ait eu lieu. Vous savez, quand Beauchamp a parlé dans son livre de cette hypothèse, vous avez vu le résultat. Bon, on ne peut pas dire que ça lui ait réellement porté chance, mais ceux qui s'amusent à ce petit jeu-là, en réalité, ne font qu'agiter des épouvantails. Des épouvantails que nous devons néanmoins prendre au sérieux, parce qu'ils peuvent être annonciateurs de nouvelles manœuvres. Je l'ai dit, en 2006, on a chipoté sur l'âge du président, donc pour pouvoir être élu, on est passé de 40 à 30 ans. En 2011, on est passé de 2 tours à 1 tour. Que nous réserve 2014-2015? Moi, je pose la question. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais à l'heure actuelle, moi c'est une analyse personnelle, hein, je crois qu'à l'heure actuelle, le problème de la famille politique de Joseph Kabila, ce n'est pas tant qu'il se représente en réalité, c'est qu'il puisse prolonger son mandat, tout simplement. Je crois que c'est ça le problème, en fait. Alors comment y parvenir tout en restant dans la légalité? Et c'est là que pourraient intervenir des artifices juridiques qui pourraient... amener le législateur, sachant par ailleurs que Kabila a la majorité aussi bien au Sénat qu'au Parlement, eh bien, pour légiférer dans ce sens-là, sans pour autant réviser la Constitution. C'est tout à fait possible. Il y a effectivement des possibilités en la matière. Mais surtout qu'ils ne veulent plus que la population vote. Alors, le scrutin indirect au motif qu'il serait en vigueur dans d'autres pays, oui, c'est vrai. Sauf que l'on confond un peu les pommes et les poires. Vous comparez une situation dans des pays qui ont installé la démocratie, en tout cas beaucoup mieux que nous, et qui surtout n'ont jamais chipoté à la Constitution pour convenance personnelle. Donc ils sont en train de dire en France, on change tout le temps, on modifie tout le temps, aux États-Unis. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez expliquer un peu ça? D'abord, la France et les États-Unis sont deux démocraties dites modèles. Si vous voulez, je peux vous citer le classement qui avait été établi par le département d'État américain il y a de cela quelques années, où on parlait dans l'échelle des pays, on
parler d'abord des démocraties modèles, occidentales en règle générale. Vous avez les démocraties émergentes, on en trouve quelques-unes en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Ensuite, vous avez les États voyous. Parmi ces États, il y a des pseudo-démocraties, mais qui se distinguent surtout par une attitude belliqueuse et menaçante vis-à-vis des autres pays. Et puis vous avez ce que l'on appelle les États fantômes, ce sont des États faillis. Et puis, au bas de l'échelle, vous avez ce que l'on appelle les constructions étatiques avortées. Bon. C'est comme si on comparait aujourd'hui une construction étatique avortée avec une démocratie modèle. Je suis désolé. Certes, en France, il y a eu, au niveau des scrutins, des modifications qui ont été apportées, mais ce qui est important de relever, c'est que c'est surtout la carte électorale qui a été découpée plus d'une fois en France, soit pour pouvoir créer des circonscriptions plus grandes, ou alors pour les regrouper. Ça, c'est important à savoir. Certes, en France, c'est déjà arrivé, j'ai déjà eu à le dire au cours d'une émission peut-être précédente, c'est que les dernières élections municipales en France avaient été reportées d'une année. Mais c'était pour des raisons tout à fait plausibles, puisqu'on sortait d'un cycle électoral un peu envahissant. Ok. Maintenant, utiliser les exemples de pays qui, eux, ont déjà fait la démonstration de la démocratie, au motif que cela peut se faire au Congo, je crois que c'est un peu tirer les choses par les cheveux. Donc il faut être un peu sérieux à ce niveau-là, et ne pas comment dirais-je, s'amuser à chaque scrutin à ce petit jeu-là. Parce que vous modifiez chaque fois les règles du jeu. Vous savez, quelqu'un disait, je crois que c'est Jean-Claude Souemba disait il y a quelques jours qu'on ne change pas les règles du jeu en plein match. Le problème, c'est qu'au Congo, c'est le terrain, l'arbitre et les joueurs qui sont à la fois vulnérables, c'est très clair, qui sont corvéables à merci, c'est clair, parce qu'on peut en faire ce que l'on veut, et surtout, n'ont pas la maîtrise, en fait, de ces mêmes règles-là, parce qu'il y a des gens qui tirent les ficelles ailleurs. Donc il faut être extrêmement prudent à ce niveau-là, et ne pas se lancer dans des comparaisons qui sont d'abord hasardeuses, et qui sont tout de suite démenties dans les faits. Mais il y a différentes manœuvres en préparation. Oui, il y a différentes manœuvres en préparation. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Moi, le fond de ma pensée, c'est que pour les proches de Joseph Kabila, l'objectif, je crois qu'ils ont compris que la révision en tant que telle, même si elle est possible, dans le sens où il y a effectivement des articles révisables, dans le contexte actuel, ce serait moralement inacceptable. Donc, comment contourner la difficulté tout en restant dans la légalité? Première piste, effectivement, c'est de créer les conditions d'une extension du mandat actuel. Pour créer les conditions d'une extension du mandat actuel, donc d'une prolongation, il y a trois pistes. La première, c'est de considérer que les préalables ne seront pas remplis avant les élections. Nous savons que lorsque les concertations nationales ont démarré, parmi les recommandations, il y avait l'obligation de procéder à un recensement sérieux. Je rappelle que le dernier recensement scientifique remonte à 1984. Mais ça n'a pas empêché les élections. Ça n'a pas empêché. Oui, mais on est passé sur des bases erronées. C'est très important parce qu'on s'est contenté de nettoyer le fichier électoral, de distribuer des cartes d'électeurs qui d'ailleurs tiennent toujours lieu de carte d'identité, une situation totalement absurde. Deuxième piste, c'est de préserver ou d'entretenir un climat d'insécurité tel qu'il faille constater l'impossibilité de pouvoir organiser des scrutins dans ces conditions-là. Je vois très mal l'Est à nouveau déstabilisé, avec un Katanga qui commence aussi à être déstabilisé, être mis de côté alors que l'on voterait au centre et à l'ouest. Troisième possibilité, ce n'est pas à exclure, c'est qu'il suffirait qu'il y ait un modus vivendi entre une certaine classe politique, je pense tout naturellement à celle qui a accepté au niveau de l'opposition à participer aux concertations nationales, pour entrer dans une nouvelle phase de transition et convenir qu'il faille préparer les conditions d'une élection saine. Et lorsque Aubin Minakou vous dit que le président élu, eh bien, celui qui assume pour l'instant son mandat reste en fonction jusqu'à la désignation ou à la prestation de serment de son successeur, ça veut dire, en réalité, qu'il se retrouverait dans la même situation qu'un Kengo Wadondo.
comme la plupart des députés provinciaux qui ont débordé de 2 ans leur mandat. D'ailleurs, à propos de M. Kengo, vous savez, ce qui serait cocasse, c'est que si pour une raison quelconque, Joseph Kabila était empêché de poursuivre son mandat, Léon Kengo Adondo serait illégitime, puisque son mandat étant terminé. Or, il se trouve que, selon les termes de la Constitution, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. Est-ce qu'on va demander à quelqu'un qui est hors mandat d'assurer l'intérim pour quelqu'un qui ne peut plus effectuer son... Tout cela est très, très compliqué comme on le voit. Donc il y a 3 pistes, je viens de les évoquer, en dehors bien sûr du passage en force qui pourra provoquer un tollé, mais vous savez, moi je m'attends à tout. Hein. On est en 2014, quand Poutine annexe la Crimée et que les Européens commencent à pleurnicher, voilà, ça dure 2-3 jours, voire une semaine, et puis lundi, qu'est-ce qui se passe? On remet les compteurs à zéro et ça permet aux Européens de continuer à importer le gaz russe. Donc on voit très bien où se situe le rapport de force. Et donc pour toutes ces raisons-là, je dis qu'il faut rester effectivement très prudent. À côté de ça, évidemment, il y a ce que peut proposer l'opposition, parce que je note une chose, c'est qu'il y a toujours une réaction épidermique par rapport à des provocations, parce que je considère ce débat, surtout lorsqu'il vient de la famille politique de Joseph Kabila, comme une provocation, eh bien, plutôt que de réagir de façon épidermique et de crier au loup, bien que l'opposition fasse des propositions. Si on dit oui, bon, on va faire ça, ah bon, ben nous voilà ce qu'on propose. Il faut le faire, et ne pas se contenter de hurler pour ne rien dire. Voilà. Et justement, je crois que les autres pays sont en observation, ils sont en train d'observer comment est-ce que Kabila va essayer de se maintenir. Donc, si je puis me permettre, il y a un élément que je voudrais... Tout à fait. Il y a un élément que je voudrais ajouter dans les entraves, dans ce qui pourrait inciter le pouvoir actuel de différer le scrutin, toujours dans la logique d'étendre le mandat de Joseph Kabila, c'est la question financière. Parce qu'on sait très bien le petit jeu auquel veut s'adonner la majorité. Ils disent quoi? En 2011, nous avons organisé nous-mêmes les élections. Bon, on voit ce que ça a donné, on ne peut pas dire que ça a été brillant. Eh bien, si la communauté internationale qui a promis de financer une partie de ces élections, on revient sur sa décision, il n'y a pas de problème, nous le ferons. Sous-entendu, à notre rythme. Je ferme la parenthèse. Maintenant, vous dites des pays qui sont en observatoire. Écoutez, qui observent. Entre 2014 et 2018, vous avez pas moins de 10 pays en Afrique qui vont devoir affronter le verdict. Alors, vous avez le Rwanda, 2017. 2016, vous avez le Burundi, la RDC, Burkina Faso. 2015, Congo-Brazzaville en 2015. C'est des pays très importants. C'est pas fini. Vous avez également la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne faut pas oublier que le mandat Alassane Ouattara expire en 2016. Mais lui, il a le droit de se représenter. Il a le droit de se représenter, c'est vrai. Il a le droit de se représenter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toute tentative, parce que lui aussi, on lui prête des intentions de chipoter, parce que c'est la grande tendance. Mais juste un petit exemple pour vous dire la chose suivante. En 2011, lorsque le président sénégalais, l'ancien Abdoulaye Wade, s'est mis dans la tête de créer le poste de vice-président en voulant toucher à la Constitution. On lui a prêté l'intention de préparer son fils. Il y a eu des émeutes à Dakar qui ont été organisées, tenez-vous bien, le 23 juin 2011. D'où le nom du M23, parce qu'il y a un M23 au Sénégal. Peu de gens le savent, il y a un parti, un regroupement qui s'appelle... Et ça a été le mouvement du 23. Voilà, du 23 juin. Ça a été une mobilisation spontanée par rapport à une telle perspective. Alors, effectivement, à l'heure actuelle, les chefs d'État de la sous-région s'observent pour savoir qui commettra le faux pas ou qui pourrait éventuellement se sortir de ce mauvais pas. Et donc, ce à quoi il faudra être attentif. Sans offusquer l'Occident. Sans offusquer. Mais vous savez, aujourd'hui, offusquer l'Occident n'est pas vraiment un problème pour certains acteurs. Pourquoi? Parce que certains d'entre eux se sont tournés vers d'autres alliés, vers d'autres partenaires. Je pense notamment aux Russes et à la Chine. Je note que ce sont les 2 seuls pays d'ailleurs qui empêchent à l'heure actuelle toute intervention militaire en Syrie. Ça explique bien ce que cela veut bien expliquer. Bon, on ne va pas revenir sur les différentes raisons, mais c'est ainsi. Donc on peut très bien imaginer effectivement qu'à un moment donné, les Africains disent « nous ne voulons plus d'ingérence extérieure ». Un exemple extrêmement frappant de cette ambiguïté de la communauté internationale,
lorsque le gouvernement ougandais adopte une loi contre les homosexuels, que s'empresse de faire l'Occident, c'est de suspendre toute une série d'aides contre l'Ouganda. C'est une décision que l'on peut discuter, que l'on peut contester. Si on veut lutter contre les discriminations, on peut se dire que ce n'est pas normal. Mais enfin, les Occidentaux ont réagi vivement par rapport à des valeurs que eux ont adoptées depuis très longtemps. Mais lorsque les mêmes Ougandais violent nos filles, nos mères, nos sœurs à l'est de la RDC, que fait cette même communauté internationale par rapport à l'Ouganda? Rien du tout. Alors je vous pose la question, est-ce qu'il vaut mieux être homosexuel à Kampala que hétérosexuel à Goma? Je pose la question. Mais tout ça pour vous dire que si des gens ont dans la tête l'idée de chipoter à la Constitution, croyez-moi, certains n'hésiteront pas à le faire parce qu'ils savent très bien qu'à un moment donné, il y a un rapport de force qui va s'établir et que dans certains cas, l'Occident pourrait avoir bien plus à perdre en empêchant une telle dérive, que je condamne bien évidemment, que de pouvoir mettre, ou en tout cas prendre les mesures qui s'imposent pour empêcher une telle initiative. Ça devient effectivement très compliqué, mais je crois que ce que l'on observe depuis le début de cette année, c'est dans le chef de certains chefs d'État africains, une volonté d'en découdre tout simplement, ouvertement, avec l'Occident. Ok, je vais me faire taper sur les doigts, mais au moins, j'aurais mis en avant l'intérêt de mon pays. Pas pour les mêmes raisons. On pourra penser que dans le cas de la RDC, ce seront plutôt des intérêts privés ou occultes qui auront été privilégiés au détriment de ceux du Congo, enfin des Congolais. Et donc c'est aux Congolais et à eux seuls qu'il appartiendra de s'organiser pour éviter justement un tel drame, en fait une telle tragédie. Le mot de la fin avec en même temps le gouvernement plusieurs fois annoncé qu'il ne voit toujours pas le jour. Ça montre qu'il y a une réelle difficulté à pouvoir procéder aux arbitrages d'usage. Ça montre également qu'il y a, à mon avis, un certain nombre d'obstacles qui se dressent devant Joseph Kabila pour justement concrétiser cette promesse des concertations nationales de mettre sur pied ce fameux gouvernement. On a pu observer, je l'ai dit d'ailleurs il y a de cela quelques semaines, quelques mois, que ce gouvernement devait voir le jour déjà au mois de novembre, mais à la suite de la reddition, enfin de la pseudo-reddition du M23, le gouvernement s'est donné le temps de la réflexion jusqu'aux fameuses déclarations de Nairobi qui ont abouti pour le M23 à une amnistie fort opportune. On aurait pu penser effectivement... En même temps, je vois mal comment est-ce que le gouvernement pouvait livrer ses propres partenaires, tout en sachant que le M23 fait partie de la majorité présidentielle. Alors, ça c'est un premier élément qui mérite d'être pris en considération, mais il faut que les gens comprennent, hein, ceux qui me suivent, que les raisons qui ont poussé Joseph Kabila à organiser les concertations nationales, aujourd'hui, ne sont plus valables. Elles sont caduques. Donc, les concertations nationales ont beau avoir eu lieu, mais toutes les recommandations là sont, de mon point de vue, devenues caduques dès lors que le M23 a été défait militairement. C'est précisément parce que le M23 donnait du fil à retordre au pouvoir en place qu'il a été contraint d'aller vers ces concertations-là. Parce qu'il y avait visiblement au niveau du pays un déficit d'unité et de cohésion. Puisqu'on savait très bien qui était le responsable de la guerre. Je ne vous dis pas, vous voyez plus ou moins de qui je parle, suivez mon regard. Maintenant que le M23 est défait, comment pouvez-vous imaginer un seul instant que Joseph Kabila puisse se sentir encore lié par les promesses découlant de ces concertations-là? Maintenant, la difficulté, c'est de faire les choses dans les formes. Oui. Pourquoi une telle comédie du ministre de l'Information qui a été envoyé dans les plateaux occidentaux pour... Mais lui, il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Enfin, il est dans son des rôle. grands discours où le président va respecter strictement... Alors, là, il y a deux choses. Là, on parle de deux choses. Donc, je voulais vous expliquer. Voilà, bon, il en parle de deux choses. Il y a d'un côté cette promesse faite qu'il y aura un gouvernement de cohésion nationale à l'issue des concertations. Et puis, il y a le problème de la fin du mandat de Joseph Kabila. C'est deux dossiers tout à fait différents. Mais pas si différents que ça, puisqu'il y a quand même... ils sont quand même liés sur un point.
c'est que c'est ce gouvernement-là, normalement, qui sera chargé de conduire le pays aux élections. Ok? Sauf que le caractère cohésion nationale qui implique, de fait, la notion d'ouverture politique, n'aura pas la même ampleur parce que la donne nouvelle, c'est la défaite du M23, si l'on considère qu'il y a eu défaite. Donc, la pression qu'il y avait sur Kabila n'existe plus. Il n'a plus cette pression-là. Il a maintenant, j'allais dire, presque les mains libres, en fait, pour agir. N'oubliez pas non plus que, sur le plan sécuritaire, il y a des éléments d'appréciation qui influencent la manière dont le pouvoir peut envisager l'avenir. Avec un Katanga en voie de déstabilisation, avec des luttes intestines au sein du clan katangais entre les Lunda et les Balubakat, vous avez au sein de la famille politique de Joseph Kabila un problème à résoudre impérativement. Parce que c'est une situation qui peut à terme l'affaiblir. Il faut en tenir compte. De la même manière qu'il faut tenir compte de la déstabilisation récurrente de l'Est de la RDC, parce qu'à chaque accalmie correspond un nouveau groupe armé qui, comme par hasard, vient, surfe sur ce déficit de gouvernance et sur cette absence de réaction des FRDC. J'ai suivi, comme vous, les communiqués triomphalistes de l'état-major pour dire que les ADF avaient été défaits, machin, machin, machin. Je suis désolé de vous dire que c'est complètement faux. Ils ne sont pas défaits. De deux choses, où ils se sont repliés, mais on ne peut pas parler de victoire totale. Et l'accalmie que l'on observe à l'heure actuelle ne signifie absolument rien. Et est, selon moi, annonciatrice d'autres problèmes. Alors, faire un gouvernement, oui, c'est pas si compliqué que ça. Sauf qu'il y a des demandes au sein de la majorité. On n'entend plus le M23, parce qu'on sait que l'ADF c'est le M23, oui. Mais on les entend plus, enfin on les a jamais entendus. Oui. Demander à ce que soient appliqués les accords. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que... Il y a un silence complet. Mais ce qui est inédit dans ce qui se passe aujourd'hui en RDC, c'est que ce ne sont pas les groupes armés qui déstabilisent le pays pour le moment, ce sont les politiques. Et je prends notamment exemple de ceux qui, au sein de la majorité présidentielle, s'amusent comme ça à jeter des pavés en sachant par ailleurs que cela affaiblit la position du pays vis-à-vis de ses voisins. La RDC est convalescente face à certains pays qui n'attendent qu'une occasion, qu'elle fasse une rechute, qu'elle s'affaiblisse pour être vulnérable. Et quand vous entretenez des débats comme ceux-là et que malheureusement, en face de la majorité, vous n'avez pas une opposition qui soit réactive, percutante, je parle de celle qui serait en droit de prendre ses responsabilités, ils ne sont pas très nombreux à le faire, eh bien, vous avez une situation comme ça où vous êtes emmené à vous distraire sur des questions certes importantes, mais qui vous font relâcher l'attention à l'Est et ailleurs. Et pendant que vous discutaillez pour savoir si Kabila va passer, revenir, se maintenir, etc., vous allez vous réveiller le lendemain avec Goma, Bukavu, Lituri, ou que sais-je encore, sous la botte de nouveaux groupes armés. Donc, très attention et considérez ce qui se passe à l'heure actuelle comme une distraction plus qu'autre chose, pour ne pas dire une diversion. Merci. Donc, tu vois, Makamba Congo, mais tout ça n'a pas beaucoup de fanda. Tout le monde qui est Mamboka ne s'implique mingi na kati ya Makamba Mamboka na biso. Tout le monde qui Belgique a watango ba ibaki ba élection. Tout le monde qui gouvernement belge comment s'implique qui makasi pour a étouffer ba voix na biso. Tout le monde qui même congolais mon côté ba élite congolais au bazar na kati ya parlement. Mon côté après même kolobate. Bande na biso. Yango tolobi cette fois-ci. Pour la Sabino, que nouvelle génération, il y a des combattants, il y a des Congolais, que les Congolais sont prêts à dire non. Ils sont prêts à dire donc, ceux qui ont dit naïe, à l'ongoué na parti na bino. Donc, à partir de là, tous ont confirmé boye, nanawa tous ont confirmé tant que les combattants pour te dire, tu peux sabino confiance, bino peux sabino confiance que à partir de là, tous ont un candidat na biso moko de celles qui combattent à Jano Kabouya à côté de SPA. SPA, boye bi que SPA. Aza biloko minga sala kapete ba combattre boye bakate to mona ka ba CDH mino kwa pampamba ba sala le côté na pesa bino exemple muke boye bike kumba o biso to renomela na bino to liaka eza SPA sala pona biso ba combattant et mo to ba congolais kwa to kutana kawana mais soko tali CDH PS et loko nini o ba sala pona ba congolais et loko te soko tali bande ko na biso oyo batia bazaki ba chevin ba soki ba député
soki otuni ke eloko nini bosala mpona peuple congolais eloko te mais soki otali na SPA okomona ke candidat moko congolais azala kuna na kati te mais tala quand même batie eloko moko wana ke congolais soki aza besoin ya kokota internet ake wana bareunion tokotaka wana soki oliza besoin ya komela tokende wana donc tozosenga epa na bino tosala élection oyo ya conscient toza conscient na makambo tozosala tokopona isu ya buzoba te mpona molangi ya masanga te mpona t-shirt te mpona bamatanga te cette fois-ci tokopona avec intelligence il faut choisir mutu oyo ya kokende kodefendre biso soki toyebisi ke lobela biso boyake koloba donc tozala candidat moko eza Jano Kabuya toza besoin de nouvelle génération oyo kodefendre peuple congolais ikozaka awa te même na Congo toza besoin de nouvelle génération oyo kodefendre peuple congolais ingeta Jano Kabuya candidat na biso moko congolais osambwa banda na poto bokoka oyo ezali testament ya papa Alain Moloto atikeli peuple congolais eza ntango ya kolela lisusu te ekomi ntango ya kopapa ebe kopapa kopengana binemi oyo batelemi na tete ya mboka na biso kopapa bakende Jano Kabuya to papa ae Alain Moloto kolo adoration Alain Moloto papa Moloto hein ae Alain Moloto ozala kebe yo moko Alain Moloto lelo papa Moloto akufeli nini papa Moloto akufeli mabele ya